Chaque empire s'effondre, c'est certain, peu importe à quel point il est puissant. Des Babyloniens aux Romains, de Bagdad aux Ottomans jusqu'à l'Union soviétique, chaque empire finit par tomber dans les livres d'histoire. Et ceux qui sont tombés ont traversé les mêmes étapes. Cela commence par l'ère des pionniers, puis viennent les conquêtes, le commerce, l'opulence, et enfin arrive l'âge de la décadence. On dit qu'un empire renversé par ses ennemis peut renaître, mais celui qui s'effondre de l'intérieur est mort à jamais. L'histoire est sur le point de se répéter. Les Romains ont dominé le monde pendant plus de 1000 ans. Les Ottomans ont dominé 3 continents durant plus de 6 siècles, tandis que la renommée des Britanniques n'est plus à faire. Autrefois maîtres des océans, des terres et des mines. À leur apogée, ils régnaient sur 35 millions de kilomètres carrés et 23% de la population mondiale sous un seul drapeau. Ils semblaient tous invincibles, mais à la fin, ils ont connu la chute la plus brutale. Et cette fois, c'est la République populaire de Chine. Même les empires qui semblaient invincibles sont tombés, non pas parce qu'ils manquaient d'armées, ni parce qu'ils étaient à court d'or, mais parce que les empires ne sont jamais éternels. Chaque empire, qu'il soit fondé sur la monarchie, l'autoritarisme, le communisme ou la dictature, peu importe sa taille ou sa richesse, doit un jour s'effondrer. Vous n'avez pas à me croire, il suffit d'étudier l'histoire. Comme l'a dit un jour mon prof d'histoire, pour comprendre l'avenir, étudiez le passé, car l'histoire se répète. Tout débute avec des signes qui émergent déjà. La Chine est une nation rusée. Avec ces signes, elle pourrait devenir une superpuissance ou faire face à une chute brutale. Alors, quels sont les signes qui peuvent prédire la chute d'un empire? Et pourquoi la Chine serait-elle la suivante? Et puisque nous parlons de la Chine, les censeurs du Parti communiste chinois, qui travaillent sans relâche en Chine, essaieraient sûrement de supprimer ce contenu. Si vous pouvez prendre une seconde pour cliquer sur j'aime et s'abonner ci-dessous, ça m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube, surtout quand j'expose le Parti communiste chinois comme en son. Une économie de 19 553 milliards de dollars. 3 240 et 1 milliard de dollars de réserves étrangères. Le cœur de la fabrication mondiale. Mais derrière l'acier et le verre, des fissures apparaissent. Les tendances du marché, la résistance mondiale et une colère silencieuse dans le pays. Tous les signes pointent vers une seule chose. Quelque chose tourne terriblement mal. Et je vais le prouver en utilisant 3 signes d'alerte classiques. Les mêmes signes qui sont apparus autrefois dans les grands empires avant leur chute, et qui sont maintenant clairement visibles en Chine. Les empires, qu'ils soient des monarchies, des démocraties ou des régimes autoritaires, ont toujours compté sur la force pour dominer le monde. La Chine illustre parfaitement l'usage de la force militaire, du contrôle économique et des tactiques coercitives pour asseoir sa puissance. Jusqu'en 1978, sa plus grande force n'était ni la prospérité ni l'innovation, c'était la taille et la puissance de son armée. Malgré des millions de personnes mourant de faim, la Chine possédait des chars, des troupes et l'arme nucléaire. Mais la force militaire ne peut que protéger les frontières, pas construire des empires. Pour dominer mondialement, une nation nécessite puissance économique et influence stratégique. Face à cette prise de conscience, le Parti communiste chinois a élaboré des politiques étrangères agressives, la stratégie Go, globale, la diplomatie de la dette et l'initiative du collier de perles. Les entreprises chinoises ont commencé à racheter des mines, investir dans des oléoducs et gazoducs, et construire des infrastructures dans des nations fragiles. Là, la Chine pouvait facilement les piéger financièrement et les transformer en États satellites. Comme autrefois, quand un roi installait un gouverneur fantoche dans une terre conquise. La Chine a instauré sa version d'un État vassal moderne, l'Angola en étant un exemple typique. Après la fin de sa guerre civile en 2002, le pays était déterminé à se reconstruire. Les pourparlers avec le Fonds monétaire international ont échoué car l'Angola a rejeté les réformes anticorruption. Saisissant l'occasion, la Chine a offert 2 milliards de dollars de prêts garantis par le pétrole en échange de 10 000 barils par jour. Mais au lieu de reconstruire l'Angola, l'argent a nourri la corruption des élites. Le président José Eduardo dos Santos et sa fille Isabelle ont détourné des milliards. Les révélations de Luanda en 2020 ont montré comment des contrats chinois étaient attribués sans contrôle à des entreprises appartenant à la famille dirigeante. Pourtant, la Chine a continué à faire circuler l'argent, se souciant davantage de l'accès au pétrole que de l'éthique.
Ce modèle a été reproduit en République du Congo, en Zambie, au Zimbabwe et dans des pays d'Amérique latine, riches en minéraux essentiels tels que le lithium, le cuivre et le cobalt, comme le Pérou, l'Argentine et la Bolivie. Le but était d'obtenir un levier géopolitique en transformant ces pays en clients dépendants, pas seulement l'extraction économique. Utiliser leurs terres pour un positionnement stratégique, avec succès. La Chine a établi sa première base militaire à l'étranger à Djibouti, soutient un port naval au Pakistan et maintient une présence près du Tadjikistan. Ces installations permettent à la Chine d'opérer sur et près des routes mondiales clés. La mer d'Arabie, le golfe d'Oman, le détroit de Malacca, le canal du Mozambique et la mer Rouge. Des exercices militaires ont été organisés avec le Bangladesh, l'Indonésie, le Koweït, le Mozambique, Oman, le Pakistan, Singapour, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Thaïlande et les Émirats arabes unis. Mais le pouvoir implique des responsabilités que la Chine ne semblait pas prête à assumer. La Chine, devenue une puissance économique, se comporte comme un roi fou, tentant d'imposer sa volonté aux pays voisins par l'agression militaire. L'exemple le plus révélateur se trouve en mer de Chine méridionale. Bien que cette mer soit partagée avec des nations comme le Brunei, la Malaisie, les Philippines, Taïwan et le Vietnam, la Chine en revendique presque la totalité, y compris les îles Paracels et Spratleys, en utilisant la ligne en 9 traits, vague et controversée. En 2016, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye a rejeté les revendications de la Chine, les jugeant infondées en droit international. Mais la Chine a rejeté catégoriquement la décision et a continué à construire des îles artificielles équipées de pistes, de ports et de missiles, affichant sa puissance économique et militaire. Les pays commencent à boycotter discrètement le commerce avec la Chine. En 2021, la Lituanie s'est retirée de l'initiative Dix-7 plus un menée par la Chine, initialement conçue pour les pays d'Europe de l'Est, et a même permis à Taïwan d'ouvrir un bureau de représentation sous son propre nom. La Slovaquie, la Slovénie et l'Estonie se sont rapidement retirées de l'initiative. Mais le plus grand choc est survenu en 2023, lorsque l'Italie s'est officiellement retirée de l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine. Initiative La Ceinture et la Route, en raison de préoccupations concernant l'influence croissante de la Chine dans les infrastructures stratégiques, les ports et les télécommunications. Les échecs ont eu un impact. Le taux de croissance de la Chine est passé de 6,5% avant la pandémie à seulement 4,6% et devrait encore diminuer, ce qui affecte à la fois ses réserves de change et sa puissance commerciale. Pour contrer la présence militaire croissante de la Chine dans l'Indo-Pacifique, l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis ont formé le pacte AUKUS, tandis que l'Inde, le Japon, les États-Unis et l'Australie ont renforcé leur alliance Quad. Ces coalitions ont formé un mur stratégique entourant la Chine. Des nations comme les Philippines, le Vietnam, Singapour et l'Indonésie ont commencé à autoriser l'accès naval indien et américain à leurs eaux, affaiblissant directement la domination militaire de la Chine dans la région. Même en mer d'Arabie, l'influence de la Chine a été contrée par la présence indienne au port de Chabahar en Iran et de Duqm à Oman. La stratégie était à la fois militaire et diplomatique. La Chine, qui utilisait la diplomatie de la dette pour attirer des pays comme le Sri Lanka, le Pakistan et le Bangladesh, fait maintenant face à des conséquences négatives. Ces nations sont de plus en plus désillusionnées par les promesses creuses de la Chine et l'accumulation des dettes. Pour contrer son isolement face à l'Occident, la Chine s'est alliée à des États voyous tels que la Corée du Nord, l'Iran et la Russie, nuisant davantage à sa position diplomatique. Son obsession pour le contrôle de Taïwan a aussi maintenu l'isolement de Pékin. Pendant des années, la Chine a essayé d'imposer un régime fantoche à Taïwan, mais la communauté internationale commence à reconnaître l'indépendance de Taïwan. En 2022, la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre américaine, à Taïwan, a provoqué un séisme diplomatique. La Chine a réagi par des exercices militaires à grande échelle, mais cela n'a rien donné. Au lieu de cela, l'Occident s'est rallié derrière Taïwan. En 2024, le peuple taïwanais a infligé un nouveau revers à Pékin en élisant le vice-président Lai Ching-te, du Parti démocrate progressiste pro-indépendance, ou Parti démocrate progressiste, un parti ouvertement opposé par le Parti communiste chinois. Malgré ses tentatives d'ingérence dans l'élection taïwanaise, la Chine a échoué. Après l'élection, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que malgré les évolutions à Taïwan, le fait que Taïwan fait partie de la Chine ne changera pas, montrant la frustration de la Chine face à la perte de son influence. Cependant, la déclaration a été ignorée par de nombreux pays, car les États-Unis, l'Europe, l'Inde, l'Australie et d'autres puissances isolent désormais la Chine, diplomatiquement et militairement. Les stratégies que la Chine utilisait pour dominer le monde, comme la coercition économique, les pièges de la dette et les menaces militaires,
sont maintenant retournés contre elle, laissant Pékin acculé et exposé. Comme dans Game of Thrones, où Daenerys Targaryen, autrefois saluée comme libératrice, est devenue autoritaire, brûlant des villes et réduisant au silence toute opposition. Le pouvoir incontrôlé de la Chine a poussé le monde à s'unir, non par respect, mais par crainte. Le pire pour la Chine est que son armée n'est pas prête pour une guerre de grande envergure. Il est vrai que la Chine possède la plus grande armée permanente au monde, avec plus de 2 035 000 soldats actifs, des avions de chasse avancés comme le J-20 Chengdu et le Shenyang Fighter China 31, des armes hypersoniques et des chars. Elle dépense également environ 314 milliards de dollars par an pour son armée. Mais le plus grand inconvénient de l'armée populaire de libération, la armée populaire de libération, est qu'elle n'a pas mené de véritable guerre depuis la guerre sino-vietnamienne de 1979. Elle n'a également pas l'avantage de mener régulièrement des exercices militaires conjoints avec des nations aguerries au combat comme l'Inde, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie ou la France, des pays ayant une vaste expérience des combats réels. Et l'histoire a montré à plusieurs reprises que les armées ont souvent du mal à utiliser efficacement leurs armes avancées en combat réel, sans expérience préalable du champ de bataille. Par exemple, les troupes de la dynastie Qing, équipées de navires de guerre qualitativement supérieurs, ont perdu la première guerre sino-japonaise de 1894 à 1895 face à leurs adversaires japonais plus habiles et déterminés. De même, pendant la guerre civile chinoise, les troupes nationales démoralisées et mal entraînées, qui possédaient des armes et un équipement supérieur, ont perdu face à leurs adversaires communistes plus ingénieux et résolus. Le problème principal de l'armée populaire de libération est que le gouvernement chinois l'a plus utilisé pour réprimer la dissidence interne que pour se préparer à une future guerre totale. En 2020, lors du violent affrontement dans la vallée de Galwan entre les troupes indiennes et chinoises, des rapports ont suggéré que 35 à 40 soldats chinois sont morts, contre 20 du côté indien. Mais la Chine a caché ce fait aux médias grand public pour éviter que la population ne remette en question la force de son armée. Et comment pouvons-nous oublier le conflit Inde-Pakistan de 2025, où le Pakistan a déployé le système de défense antimissile chinois HQ-9, qui n'a même pas réussi à intercepter un seul missile. Il est clair que la Chine ne vend pas sa meilleure technologie à des alliés comme le Pakistan, révélant que l'armement chinois ne tient souvent pas ses promesses. Le plus grand facteur d'affaiblissement de la puissance militaire chinoise reste la corruption endémique au sein de l'armée populaire de libération. Ces dernières années, le gouvernement chinois a évincé de nombreux hauts gradés de l'armée populaire de libération pour corruption et manque de loyauté envers le parti communiste. En 2023, le commandant de la force des fusées de l'armée populaire de libération, le général Li Yuchao, et son adjoint, le général Liu Guangbin, ont mystérieusement disparu. En avril 2025, le général He Weidong a manqué 2 événements médiatisés, dont la cérémonie annuelle de plantation d'arbres, une tradition pour les hauts dirigeants militaires depuis plus de 40 ans. Son absence s'inscrit dans un schéma inquiétant de disparition de hauts responsables militaires, que beaucoup attribuent à la campagne continue du président Xi Jinping, visant à écarter les principaux dirigeants de l'armée populaire de libération. Cela suggère une vérité alarmante. Le président Xi ne fait pas confiance à sa propre armée. L'histoire nous apprend que le pouvoir fondé sur la peur finit inévitablement par s'effondrer sous son poids. La Chine, consciente de cela, investit depuis près de 20 ans des milliards dans le développement de son soft power. La Chine cherchait à accroître son influence mondiale, non seulement par l'armée et l'économie, mais aussi par la culture, les médias, l'éducation, la diplomatie et les relations publiques. Cela signifiait promouvoir la langue et les valeurs chinoises, façonner les récits mondiaux à travers les médias internationaux d'État, parrainer des festivals culturels, financer des projets d'infrastructure et offrir des bourses à des milliers d'étudiants des pays en développement. Sur le papier, c'était un plan ambitieux et réfléchi. Cependant, la puissance douce de la Chine décline rapidement, principalement en raison des contradictions entre son image travaillée et la réalité inquiétante de ses actions sur la scène internationale. L'un des premiers signes de cette vaste offensive de puissance douce a été l'expansion des instituts Confucius. Avec plus de 500 instituts répartis dans plus de 140 pays, la Chine a tenté de se présenter comme un géant culturel. Parallèlement, elle a mené une campagne médiatique via China Global Television Network chinois, China Daily et China Radio International, investissant des milliards dans les médias internationaux et les plateformes numériques. Par exemple, China Global Television Network et l'Australie à eux seuls auraient reçu plus de 500 millions de dollars lors de leur lancement. La Chine a même investi dans des studios hollywoodiens,
et coproduit des films pour contrôler la narration de l'histoire chinoise à l'échelle mondiale. Malgré l'interdiction de YouTube et Netflix en Chine, le public mondial est inondé de drames et de films chinois, en particulier ceux mettant l'accent sur l'histoire, la culture et le système éducatif chinois. Mais il est frappant de constater qu'ils évitent d'entendre les sujets comme l'ère Mao ou le fonctionnement de la politique chinoise. Parallèlement à cette campagne médiatique, des méga-événements comme les Jeux Olympiques de Pékin 2008 et les Jeux Olympiques d'hiver 2022 ont été utilisés comme plateforme pour présenter la Chine comme une superpuissance moderne et avancée, dépensant des dizaines de milliards pour impressionner un public mondial. La stratégie de soft power de la Chine s'est poursuivie avec l'initiative La Ceinture et la Route, qui lie infrastructure et investissement à un charme diplomatique. Elle offre des prêts pour des projets, tout en promouvant un récit de développement mutuel et d'amitié. L'éducation est un autre pilier clé. La Chine a offert des milliers de bourses à des étudiants d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, visant à cultiver une élite mondiale loyale. L'objectif était clair, façonner la perception de la Chine par la prochaine génération de dirigeants et d'influenceurs étrangers. Ce n'était pas une nouvelle stratégie. Les empires moghols, ottomans et même britanniques utilisèrent des tactiques similaires pour se présenter comme les sociétés les plus cultivées et civilisées. Mais l'histoire montre que si une telle image est à mal gérer, elle peut causer la chute de l'empire. C'est ce qui arrive avec la Chine aujourd'hui. Ses efforts de puissance douce sont entravés par l'ingérence politique, la corruption et une diplomatie agressive, engendrant une méfiance mondiale grandissante. Un exemple flagrant s'est produit au Canada. En 2014, le service de renseignement canadien a intercepté un échange entre un responsable consulaire chinois et le milliardaire Zhang Bin. Ils ont discuté de l'idée d'influencer les élections fédérales canadiennes de 2015 en faisant un don à la Fondation Trudeau. Quelques mois après l'arrivée au pouvoir du Parti libéral de Trudeau, Zhang et un autre homme d'affaires chinois ont fait un don d'1 million de dollars, le montant exact discuté avant l'élection. En 2021, les agences de sécurité canadiennes ont accusé la Chine de tenter de manipuler l'opinion publique via la propagande en ligne pour favoriser certains résultats politiques. Ces révélations ont brisé l'illusion d'un échange culturel et l'ont remplacé par la crainte d'une ingérence étrangère. Le Canada n'était pas le seul pays où les investissements chinois comportèrent des conditions cachées, selon plusieurs histoires similaires provenant d'autres nations. Prenez le cas du siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Le bâtiment a été financé et construit par la Chine, y compris tout son réseau informatique. En 2017, une enquête du journal français Le Monde a révélé quelque chose de choquant. La Chine aurait prétendument inséré une porte dérobée dans le système, permettant le transfert de données à distance. Les techniciens ont détecté une activité anormale entre minuit et 2 heures du matin, quand le bâtiment était vide, avec une hausse soudaine de l'utilisation des données. Après une enquête plus approfondie, il a été découvert que des données confidentielles de l'Union africaine étaient copiées en silence et transmises à des serveurs à Shanghai. Mais l'exemple le plus choquant est venu des États-Unis. En 2020, le département de la justice des États-Unis a accusé 4 pirates informatiques soutenus par l'armée chinoise pour la cyberattaque de 2017 contre Equifax, une grande agence de notation de crédit à la consommation. La violation a conduit au plus grand vol connu de données personnelles identifiables jamais attribuées à des acteurs soutenus par un État. Les enquêteurs ont trouvé des logiciels malveillants, utilisés pour voler les informations personnelles d'environ 145 millions d'Américains dont les noms, adresses, dates de naissance et numéros de sécurité sociale. Le gouvernement américain a accusé des membres de l'armée populaire de libération d'avoir orchestré l'attaque, prouvant que la cyberguerre était un outil dans la stratégie mondiale de la Chine. Cependant, lorsque de tels rapports négatifs font la une des journaux internationaux, ils ébranlent les fondements même des investissements dans le soft power, d'autant plus que ces pratiques d'exploitation s'étendent au-delà de la politique et touchent également l'environnement. En Indonésie, les projets miniers chinois ont causé la déforestation, la pollution de l'eau et le déplacement forcé des communautés locales. Des protestations ont éclaté suite à des relocalisations forcées, des compensations insuffisantes et des intimidations présumées de l'armée envers les habitants. En 2023, une indignation similaire a éclaté en Afrique de l'Est. La Chine envisageait de financer l'oléoduc de pétrole brut d'Afrique de l'Est, ou East African Crude Oil Pipeline, un projet qui menace les écosystèmes et les moyens de subsistance à travers l'Ouganda et la Tanzanie. Des manifestations massives ont eu lieu à Kampala, Dar es Salaam, Kinshasa, Paris, New York et Londres, appelant les banques et institutions chinoises à retirer leur appui aux écologistes et communautés.
Il y a eu plusieurs autres cas de violation des droits de l'homme et d'exploitation de l'environnement, qui ont tous gravement nui à l'image de la Chine dans le monde. Cette contradiction commence maintenant à nuire aux entreprises privées chinoises elles-mêmes. De nombreuses entreprises doivent délocaliser à l'étranger pour éviter les conséquences de la montée des sentiments anti-chinois et des sanctions internationales. Alors que les tensions avec les États-Unis s'intensifient, certaines marques chinoises ambitieuses et prospères prennent discrètement leur distance avec leur pays d'origine. TikTok a établi ses sièges à Los Angeles et Singapour, assurant que les données des utilisateurs américains sont maintenant à l'abri de tout accès par la Chine. PDD Holdings, la société mère de Temu, a délocalisé son siège en Irlande et souligne maintenant son identité internationale. Les géants chinois du solaire, comme Jinko Solar, ont mis en place des chaînes d'approvisionnement complètes hors de Chine afin de contourner les droits de douane États-Unis et les contrôles liés au travail forcé au Xinjiang. Shine, la marque de mode ultra rapide, s'est détachée de ses origines chinoises en déplaçant son siège à Singapour, établissant des opérations en Irlande et dans l'Indiana et engageant des lobbyistes américains pour améliorer son image avant son introduction en bourse. Cette tendance, nommée stratégie Chine plus 1, consiste pour les entreprises étrangères et chinoises à éviter d'être perçues comme trop dépendantes de la Chine à l'international. C'est une tactique de survie dans le contexte géopolitique actuel et un signal d'alarme majeur pour l'économie chinoise. Parce que lorsque vos propres entreprises ne veulent plus être associées avant qu'on manque à votre marque, ce n'est pas seulement le soft power qui échoue, c'est tout le système qui montre des fissures. Les fissures dans l'image de la Chine sont désormais si visibles que même ses propres citoyens exposent le côté sombre que leur gouvernement tentait de cacher depuis des années. La prise de conscience interne croissante devient une cause majeure de la décadence de la Chine. L'un des systèmes les moins évoqués mais profondément nuisibles derrière l'ascension de la Chine est le système d'enregistrement Hukou. Ses défauts sont maintenant clairement visibles dans la société chinoise. Le Hukou est une politique d'enregistrement des ménages qui attribue votre statut légal en fonction de votre lieu de naissance, urbain ou rural. Même si vous déménagez en ville, si vous êtes né dans un village, vous restez officiellement considéré comme un citoyen rural. Cela entraîne une division massive et durable entre les zones rurales et urbaines. Aujourd'hui, plus de 464 millions de personnes vivent dans les zones rurales de la Chine, dépassant la population totale des États-Unis. Initialement créé pour contrôler la migration et protéger les terres agricoles, le système s'inspirait du modèle soviétique. La Chine l'a utilisé pour privilégier la croissance industrielle, sous-payant les agriculteurs ruraux afin de financer le développement urbain. Avec le temps, les citoyens ruraux ont été utilisés comme main-d'œuvre bon marché dans le secteur manufacturier, sans accès aux infrastructures urbaines de base telles que les soins de santé, les retraites ou une bonne hygiène. Les gratte-ciel trains à grande vitesse et géants de la technologie ont été bâtis sur le dos de ces travailleurs. Sur les 747 millions de personnes employées en Chine, plus de 53% sont des ouvriers. La plupart travaillent dans des usines, sur des chantiers ou dans des emplois de services peu rémunérés, gagnant entre 5 000 et 8 000 yuan par mois. Cela représente entre 700 et 1100 $. Ça semble gérable? Eh bien, pas dans les mégapoles comme Pékin, Shanghai, Shenzhen ou Canton, où le coût de la vie est extrêmement élevé. Les migrants ruraux qui s'installent en ville sont coincés à faire les 3 métiers sales, dangereux et dégradants. Ils nettoient les rues, bâtissent des gratte-ciel et livrent de la nourriture. Malgré leurs compétences, les immigrants sont souvent embauchés comme chauffeurs ou agents d'entretien, tandis que des citadins moins qualifiés obtiennent des postes de bureau. En 2017, après un incendie meurtrier dans le district de Daxing à Pékin, le gouvernement a expulsé de force des milliers de migrants ruraux, les laissant sans abri dans le froid glacial. Ces travailleurs sont traités comme des étrangers, moqués pour leur accent et leurs vêtements. Leurs enfants sont appelés les enfants laissés derrière. Plus de 60 millions d'entre eux ont grandi sans leurs parents, élevés par leurs grands-parents dans des villages ruraux. En raison des restrictions gouvernementales, les travailleurs migrants ne peuvent pas inscrire leurs enfants dans les écoles de la ville sans payer des frais élevés. Pendant ce temps, l'état des écoles rurales est médiocre. Dans des régions reculées comme le Xinjiang, le Tibet, le Gansu et la Mongolie intérieure, l'éducation moderne reste encore un rêve lointain. Certaines écoles n'ont qu'un seul enseignant pour 30 élèves, et il n'y a pas d'accès à une infrastructure ou à une technologie adéquate. Même si un élève brillant d'un village obtient de très bonnes notes, entrer dans des universités prestigieuses comme Tsinghua ou Pékin est presque impossible. Les meilleures universités réservent plus de place aux étudiants des grandes villes aisées comme Pékin ou Shanghai. Prenons comme exemple le Gaokao, l'examen national d'entrée à l'université en Chine. Les seuils d'admission varient selon les provinces, et les étudiants des régions pauvres comme le Gansu ou le Guizhou doivent obtenir des notes beaucoup plus élevées pour être admis, comparées à ceux des villes comme Pékin.
Cela signifie qu'un élève brillant d'une école rurale peut perdre sa place au profit d'un élève moyen d'une ville riche. Le système piège les familles rurales dans un cercle vicieux de pauvreté, qui dure souvent des générations. Et maintenant, la technologie les remplace aussi. L'intelligence artificielle. La robotique et l'automatisation réduisent les emplois ouvriers dans l'industrie, le bâtiment et travaux publics et les transports. Le secteur manufacturier chinois est affecté par la guerre commerciale sino-américaine et la hausse des droits de douane. Le système a été conçu par le gouvernement chinois pour créer une main-d'œuvre bon marché afin de favoriser la croissance. Mais aujourd'hui, l'économie chinoise est piégée dans ce système, freinant sa croissance. Le gouvernement tente de développer les zones rurales et de réduire l'écart, mais un problème persiste. La majorité des employés ont entre 40 et 45 ans. Il est trop tard pour retourner à l'école ou obtenir un diplôme. Oui, leurs enfants peuvent bénéficier des nouvelles réformes. Le gouvernement a même demandé aux milliardaires de faire des dons pour le développement rural. Mais c'est là le problème. L'élite urbaine s'oppose au démantèlement du système Hukou. Pourquoi ? Parce que cela menace leurs privilèges et leur statut. La discrimination sociale envers les migrants ruraux en Chine est profondément enracinée. Pendant des décennies, ils ont été étiquetés comme étant de basse qualité, et cette mentalité n'a pas disparu. Si les migrants ruraux obtiennent l'égalité des droits, l'élite urbaine pourrait perdre son pouvoir et ses privilèges. Mais cela ne veut pas dire que les habitants des villes s'en sortent mieux. Nombreux sont confrontés au licenciement, horaires de travail éreintants et inflation galopante. Les jeunes ont nommé ce phénomène la culture du 9-9-6, travailler de 9h à 21h, 6 jours par semaine. Alors que les milliardaires de la tech vivent dans le luxe, des millions de travailleurs précaires sur des plateformes comme Meituan et Didi survivent avec de faibles salaires, sans avantages sociaux ni sécurité de l'emploi. Frustrés et épuisés, beaucoup de jeunes abandonnent tout simplement. Ils appellent cela tangping, ou rester allongé, rejetant la course sans fin et la pression de réussir. Mais sous tout cela, se cache un problème plus profond. L'écart croissant de richesse entre les pauvres, la classe moyenne et les ultra-riches. Le coefficient de Gini de la Chine, mesurant l'inégalité des revenus, a dépassé le seuil critique de 0,4, indiquant une société profondément inégalitaire. En comparaison, des pays comme l'Allemagne, le Canada et le Japon ont des coefficients de Gini légèrement supérieurs, à 0,3 signes d'économie beaucoup plus équilibrés. La Chine a maintenant le deuxième plus grand nombre de milliardaires au monde. Les 10% les plus riches contrôlent environ 60-65% de la richesse nationale, presque autant qu'aux États-Unis avec 70%. Le problème est que sa population atteint 1,4 milliard d'habitants. Et selon les rapports, seulement 130 000 familles contrôlent près de 60% de la richesse totale du pays. C'est un signal d'alarme pour une société d'une telle taille. Tout comme dans l'Empire romain antique, où les patriciens contrôlaient la terre, la loi et la politique. Les plébéiens, la majorité du peuple, étaient privés de droits, d'emploi et de mariage entre classes. Au fil du temps, l'inégalité a conduit à des protestations, des grèves et à la chute de Rome. La Chine d'aujourd'hui montre des fissures similaires. En Chine, les travailleurs manifestent en raison des salaires impayés, des fermetures d'usines et des pertes d'emplois dues aux tarifs douaniers et au ralentissement économique. L'un des exemples les plus marquants de cette résistance s'est produit en 2019, lors des grandes manifestations pro-démocratie à Hong Kong. En réponse, Pékin a imposé la controversée loi sur la sécurité nationale, supprimant l'autonomie de Hong Kong et réprimant toute contestation. Les conséquences furent rapides et sévères. En juillet 2023, les autorités avaient arrêté environ 260 personnes, dont 79 officiellement inculpées. Des militants de premier plan tels que Joshua Wong et Agnes Chow ont été emprisonnés ou exilés de force. La loi a non seulement réduit au silence les manifestations, mais elle a également fermé des médias critiques comme Apple Daily et poussé des personnalités telles que l'ancien législateur Nathan Lau à fuir au Royaume-Uni, où il a obtenu l'asile et continue de s'exprimer. Des manifestants ont tenté de fuir vers Taïwan en bateau, mais ont été capturés par les gardes-côtes chinois. Dans la plus grande affaire de sécurité nationale à ce jour, les Hong Kong 47, qui comprenaient des figures majeures comme Jimmy Lai et Joshua Wong, sont maintenant jugés pour subversion, simplement pour avoir organisé une primaire électorale non officielle. La Chine voulait réprimer le mouvement par la force légale et politique, mais le monde observe. Des voix internationales, y compris le secrétaire aux affaires étrangères britannique David Cameron, ont qualifié la loi sur la sécurité nationale de violation flagrante de l'accord de rétrocession entre le Royaume-Uni et la Chine. Et cette attention mondiale rend de plus en plus difficile pour la Chine de faire taire les critiques sans conséquence. Parce qu'aujourd'hui, si Hong Kong élève la voix, demain, cela pourrait venir du Tibet occupé,
de la Mongolie intérieure ou du Xinjiang, des régions rurales qui luttent déjà sous les décideurs politiques chinois. Il y a une vérité simple derrière tout cela. Chaque régime finit par tomber, laissant place à un nouveau. Peu importe si le prochain empire est meilleur ou pire, ce qui est certain, c'est que tout ce qui s'élève finira par tomber. Peu importe à quel point un gouvernement ou une autorité serre son emprise, le déclin est inévitable. Mais qu'en penses-tu ? Le pouvoir de la Chine s'est-il vraiment affaibli récemment ? Le pays évolue-t-il doucement vers un système démocratique ? Ou penses-tu que le Parti communiste chinois ne va pas tomber ? Donne ton avis dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir regardé.